Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de gestes sur l'inaptitude médicale. Je vous propose de patienter encore quelques instants. Il est donc tout pile 10 heures, mais nous attendons environ 700 personnes. Nous sommes actuellement 230 connectés, donc je vais vous demander encore un peu de patience, le temps de laisser à tout le monde le temps de se connecter. Donc, pour patienter, n'hésitez pas à aller vous chercher un petit café, à vous installer confortablement et de manière optimale devant votre écran de travail en attendant que nous puissions commencer ce webinaire. Donc, je vois que ça se connecte. On arrive bientôt aux 300 participants. Tout le monde se rend compte qu'il est 10 heures et qu'il faut se connecter. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent au webinaire de gestes dédié à l'inaptitude médicale. Je vous propose de patienter encore quelques instants, le temps de laisser tout le monde arriver et se connecter. Vous pouvez déjà nous dire dans l'onglet questions si vous nous entendez bien. Si vous m'entendez bien pour l'instant, si jamais vous avez des soucis de son, n'hésitez pas à les régler au niveau de votre propre ordinateur. Tout est OK. Bonjour Virginie, merci. Voilà, le son est parfait. N'oubliez pas que ce webinaire sera disponible en replay également. Donc, si jamais vous deviez avoir un souci de déconnexion, ce qui peut arriver, pas d'inquiétude, vous aurez accès au replay. Merci à tous ceux qui nous écrivent pour nous dire que le son est parfait. Bonjour, bonjour à tous. Donc pour ceux qui nous rejoignent, nous attendons encore 1 ou 2 minutes, le temps de laisser tout le monde se connecter puisque nous attendons exactement 760 personnes aujourd'hui. Vous avez été nombreux à vous inscrire puisque la thématique vous intéresse, que vous soyez employeur ou salarié. Bonjour, bonjour à tous. Merci, tout est bon. Voilà, bon bah écoutez, apparemment, je vois qu'il n'y a pas de souci de son, donc on est bon. N'hésitez pas, profitez-en encore à aller vous chercher un petit café ou un verre d'eau, quelque chose pour vous désaltérer pendant la présentation qui durera 1 heure environ, peut-être un tout petit peu plus selon les questions à la fin, mais la présentation en elle-même durera entre 3/4 d'heure et 1 heure. Voilà, bonjour à tous. Nous avons dépassé le seuil des 300 personnes connectées. Les gens nous rejoignent petit à petit. J'espère que vous avez beau temps. Ici en Moselle, à Metz, nous avons du soleil, ce qui fait du bien après le mois d'août que nous avons tous vécu pluvieux. Donc profitez de cet instant pour vous installer confortablement. Bonjour à tous. Allez, j'attends encore quelques secondes et nous allons lancer l'événement pour ne pas mettre en retard les gens qui auraient des rendez-vous par la suite. J'allais dire, quand nous sommes à la moitié des gens connectés, le son est parfait pour moi. Bonjour Agathe, merci de votre retour. Bon, il va être bientôt 10h05, donc je vous propose qu'on puisse commencer ce webinaire. Donc bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire organisé par GEST, l'association Grand Est Santé au Travail qui réunit les SPSTI du Grand Est et qui porte aujourd'hui sur le cadre juridique de l'inaptitude médicale. Pour le présenter, j'accueille Célia Lamontre, juriste au sein d'Agestra, et Alizé Petit-Mangin, responsable juridique et docteur en droit au sein de différents services, dont l'AMTER, l'AST 08, l'ASTHM, Provae, STSM 51. Bonjour à tous. Bonjour à Bonjour, toutes et à tous. je suis Claire Grunder, responsable communication chez Agestra, et c'est moi aujourd'hui qui a le plaisir d'animer ce webinaire. Donc je vous rappelle que celui-ci sera disponible en replay ainsi que la présentation sur le site de Gest dans la journée. N'hésitez pas également à le demander à votre service de prévention et de santé au travail interentreprise. Alors, sans plus attendre, nous allons traiter aujourd'hui l'inaptitude à travers 10 questions fondamentales. Donc, je ne vais pas vous les lire les unes après les autres, mais je vais de ce pas donner la parole à Célia Lamontre qui va nous parler des fondements juridiques de l'inaptitude. Alors, l'inaptitude, elle va trouver ses fondements dans les dispositions du Code du travail.
Celui-ci nous en donne d'ailleurs la définition à l'article L4624-4, puisqu'il nous dit que l'inaptitude, c'est lorsqu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste. Donc, on voit bien là qu'on est face à un dispositif de protection de la santé des salariés qui est fondé à la fois sur des données individuelles à caractère médical, mais également des caractéristiques concrètes de situation de travail. Donc, la balance entre les deux va pouvoir permettre de faire un constat, celui de l'incompatibilité entre l'état de santé du travailleur et le poste de travail qu'il occupe. Si on revient un petit peu en arrière, on le sait, hein, la santé au travail a fait l'objet de plusieurs réformes successives et celle qui a impacté le plus la procédure d'inaptitude, c'est celle de 2016, donc induite par la loi de travail du 8 août 2016. Cette loi a en effet posé la fin de l'exigence de principe des 2 examens médicaux, puisque maintenant le principe c'est un examen, éventuellement 2 si nécessaire. Elle a aussi exigé que le médecin du travail procède à un échange avec l'employeur avant de pouvoir remettre son avis d'inaptitude, et elle a harmonisé la procédure de reclassement suivant que l'inaptitude est d'origine pro ou non professionnelle. Les ordonnances Macron, par la suite, en date du 22 septembre 2017, ont procédé à quelques petits ajustements et notamment la limitation du périmètre de reclassement. Alors, rassurez-vous, j'ai dit ça très rapidement, mais on reverra dans le détail, notamment avec Alizé, toutes ces notions-là et la procédure d'inaptitude au cours de ce webinaire. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que la dernière réforme en santé-travail, donc celle du 2 août 2021, n'a pas modifié la procédure d'inaptitude. Et ça a un avantage pour nous, c'est que vu que les dispositions applicables remontent à 2017, on commence à voir arriver des arrêts de jurisprudence qui vont nous préciser les contours de ces règles. Et donc, ça, c'est très important pour nous, mais aussi pour les employeurs et les salariés. Alors, merci beaucoup Célia pour ces principes présentés. Je tiens également à préciser qu'aujourd'hui, les règles que nous vous présentons concernent essentiellement les salariés de droit privé, même uniquement. Voilà, je tenais également à le préciser. Alors, nous passons à la question numéro 2, et donc je vais laisser la parole à Alizé, qui émet l'avis d'inaptitude. Alors, effectivement, seul le médecin du travail est en capacité de prononcer un avis d'inaptitude, mais il peut également s'agir d'un collaborateur médecin ou d'un interne en médecine du travail. Alors, pour rappel, le collaborateur médecin, c'est un médecin non spécialiste en médecine du travail, mais qui est engagé dans une formation en vue de l'obtention du diplôme de médecine du travail, et il est encadré par le médecin du travail. Pour l'interne en médecine du travail, c'est la même chose dans le sens où il fait partie de l'équipe pluridisciplinaire en santé du médecin du travail et qu'il est chapeauté donc, par ce médecin du travail dans le cadre d'un protocole écrit. Mais uniquement, donc, ces 3 catégories de médecins du travail peuvent prononcer un avis d'inaptitude. Alors, sa compétence en la matière est d'ordre public, ça veut dire qu'elle s'impose à tous, il n'y a pas d'autre choix que le médecin du travail pour prononcer un avis d'inaptitude. Alors, parfois, dans certaines situations en pratique, il arrive que certains médecins émettent quand même sur ordonnance des avis sur une éventuelle position d'avis d'inaptitude. Donc, il peut s'agir du médecin conseil de la sécurité sociale, du médecin traitant ou de l'infirmière en santé au travail, mais sachez que ne soyez pas induits en erreur, dans aucun cas, ces médecins, ces personnalités ne peuvent constater l'inaptitude. Alors, pour le médecin conseil de la sécurité sociale, il a essentiellement pour mission de contribuer à garantir la qualité, la sécurité du système de santé. Il a en revanche un rôle pour qualifier l'inaptitude d'origine professionnelle ou non, mais il n'a pas le rôle initial d'émettre l'avis d'inaptitude. Pour le médecin traitant a pour rôle de coordonner le suivi médical, il a un rôle essentiellement curatif, alors que le médecin du travail a un rôle essentiellement préventif. C'est la même chose si le médecin traitant émet une ordonnance sur une éventuelle inaptitude ou capacité à occuper un emploi, ça n'est pas sa mission, c'est uniquement la mission du médecin du travail. Pour l'infirmier en santé au travail, donc il fait partie
de l'équipe pluridisciplinaire du médecin du travail, mais de par son statut d'infirmier, il n'a pas la capacité d'émettre des avis d'inaptitude. Il ne peut pas non plus se prononcer en termes d'aptitude médicale ni émettre de préconisations sur le contrat de travail. Donc, l'ensemble de ces personnalités, médecins conseil de la sécurité sociale, médecins traitants ou infirmiers, s'ils émettent des avis en termes d'inaptitude, sachez que ces avis sont sans effet sur le contrat de travail et ça va même plus loin puisque si un licenciement est prononcé au niveau d'une inaptitude, donc par un médecin conseil de la sécurité sociale, un médecin traitant ou un infirmier, le licenciement que l'employeur prendra par la suite sera nul. Donc, sachez que qui émet à la question qui émet l'avis d'inaptitude, la réponse est uniquement le médecin du travail. Effectivement, merci pour ces précisions, puisqu'il ne faut pas confondre les différents médecins aujourd'hui avec lesquels vous pouvez être en relation. Alors, nous passons à la question numéro 3 avec Célia. À quel moment peut être constatée l'inaptitude? Merci Claire. Alors, à quel moment peut-elle être constatée? En principe, elle est constatée lorsque le contrat du salarié n'est pas suspendu, donc il est en activité, et cela peut être fait à l'occasion de tout examen médical pratiqué par le médecin du travail au cours justement de l'exécution du contrat de travail. Donc, dans les faits, le plus souvent, on remarque qu'un avis d'inaptitude est délivré suite à une visite de reprise. C'est le cas le plus fréquent. C'est vrai que lorsqu'un salarié a une pathologie particulière, a bénéficié d'un arrêt de travail assez long, qu'une visite de reprise s'impose pour envisager éventuellement son retour, c'est le cas de figure le plus fréquent dans lequel le médecin du travail est amené à se prononcer et donc à délivrer un avis d'inaptitude. Mais voilà, même si c'est le plus fréquent, on peut constater la remise d'avis d'inaptitude à l'issue d'autres visites, comme la visite à la demande, qu'elle soit à l'initiative de l'employeur, du salarié ou même du médecin du travail. Ça peut être également remis à l'occasion d'une visite périodique, que ce soit une visite d'information ou de prévention périodique ou un examen médical d'aptitude périodique ou encore une visite intermédiaire. Plus rarement, c'est un cas d'école, mais ça arrive, le médecin pourrait être amené à délivrer un avis d'inaptitude lors d'une visite ou d'un examen provoqué à l'occasion d'une embauche. Donc, le grand principe, on le retient, c'est lorsque le contrat de travail n'est pas suspendu. Cependant, la Cour de cassation, de façon assez récente, par un arrêt du 24 mai 2023, a reconnu donc récemment la possibilité pour le médecin du travail de prononcer une inaptitude alors même que le salarié était en arrêt de travail. Bon, elle a cependant bien encadré la validité de cet avis, puisqu'il y a 3 conditions qui sont posées. La première, c'est qu'il s'agissait d'une visite à la demande, donc, et pas d'une visite de pré-reprise, par exemple, qui, elle aussi, peut avoir lieu durant l'arrêt de travail, que cette visite à la demande a été sollicitée par le salarié lui-même et non pas par l'employeur. On le rappelle, pendant un arrêt de travail, le salarié n'est pas placé sous la subordination de son employeur. Il n'a pas à obéir à l'ordre de se rendre en visite en santé-travail. Donc, seul lui peut décider de s'y rendre. Et la troisième condition posée par la Cour de cassation, c'était qu'en l'espèce, il y avait eu une information préalable de la volonté du salarié de se rendre en visite à la demande auprès de son employeur. Enfin, en tout cas, l'information a été délivrée à l'employeur. Donc là, c'est vraiment l'exception, donc entérinée par la Cour de cassation de manière récente, mais circonscrite à ce cas de figure très restreint. Merci Célia. Alors, question numéro 4, nous avançons dans notre présentation. Alizée, comment un salarié devient-il inapte? Alors, le médecin du travail est amené à constater un avis d'inaptitude lorsqu'il constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du salarié justifie un changement de poste. Alors, il faut savoir qu'un avis d'inaptitude est définitif à partir du moment où il est présenté à l'employeur, le salarié ne peut pas revenir à son poste dans l'entreprise. Toutefois, en pratique, il existe des situations dans lesquelles il est parfois difficile d'interpréter s'il s'agit d'un simple aménagement de poste ou si un avis d'inaptitude est nécessaire. Alors, je vais vous confronter à 3 situations.
nous allons mettre en place un système de sondage. Vous allez pouvoir me donner votre avis sur, selon vous, si vous pensez qu'il s'agit plutôt d'un aménagement de poste ou s'il s'agit plutôt d'un changement de poste, donc une inaptitude. Et donc, je vais vous présenter la première situation lorsque le médecin du travail estime que le salarié doit passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour. Selon vous, s'agit-il plutôt d'un aménagement de poste ou plutôt d'un changement de poste et donc d'une inaptitude? Alors, sur votre droite, un onglet sondage est disponible et vous avez normalement un petit 1 qui vient d'apparaître. Donc, on vous laisse le temps de répondre. Donc, on attend juste quelques secondes. Je vais vous donner les réponses. Donc, pour l'instant, donc voilà, sur l'onglet sondage, vous pouvez répondre selon vous. Alors, on arrive à 80% d'aménagement de poste et 20% quand même de changement de poste. 20, 23, ça augmente. Mais concrètement, Alizée, nous sommes entre 75 et 80% de nos répondants pour l'aménagement de poste. Alors oui, effectivement, dans cette situation, il s'agit plutôt d'un aménagement de poste puisque on ne va pas toucher aux éléments essentiels du contrat de travail qui sont, je le rappelle, qualifiés par la jurisprudence comme étant la qualification, la rémunération, le lieu ou la durée du travail. Il s'agit simplement de changer des horaires de travail, donc d'un aménagement de poste. Donc c'était bien la bonne réponse. Autre situation, lorsque le médecin du travail préconise donc pas de port de charge lourde pour des métiers du type maçon. Selon vous, s'agit-il plutôt d'un aménagement de poste ou plutôt d'un changement de poste? Donc, vous resumez le sondage. Voilà, donc les gens sont en train de répondre. On vous laisse quelques secondes. Ah, on est un peu moins tranché que tout à l'heure. Nous sommes à peu près à 64% pour l'aménagement de poste, 60. On est à 60-40 pour l'aménagement de poste. Ça, oui, 65, 35. Donc, les gens sont un peu moins tranchés que tout à l'heure. Donc, 60% aménagement de poste. Alors effectivement, il s'agit plutôt d'un aménagement de poste, en sachant qu'en pratique, c'est quand même assez difficile de reclasser un salarié, enfin de proposer un aménagement d'un salarié donc sur des types comme ça de postes assez particuliers, de type maçonnage, puisqu'on suppose que s'il ne porte pas de charge lourde, ses missions vont être essentiellement réduites. C'est pour cela que l'échange avec le médecin du travail est primordial et qu'il faut essayer d'en savoir un petit peu plus en n'hésitant pas à le contacter pour savoir si ce type de métier ne correspond pas aux salariés, quels aménagements peuvent être mis en place. Alors, vous savez que dans les services de prévention et de santé au travail, il existe des équipes pluridisciplinaires, notamment des ergonomes, qui peuvent vous proposer des solutions sur des postes de travail. Mais effectivement, si à terme de tels aménagements ne peuvent pas être mis en place dans l'entreprise, il n'y aura pas d'autre solution par la suite de proposer donc une inaptitude et donc un changement de poste. Mais a priori, donc le simple fait d'émettre ce genre de restriction, pas de port de charge lourde, représente uniquement des aménagements de poste. Donc c'était plutôt la bonne réponse. Troisième situation, lorsque le médecin du travail indique que le salarié peut effectuer le même poste, mais dans un autre environnement de travail. Pour vous, s'agit-il plutôt d'un aménagement de poste ou d'un changement de poste qui suppose un avis d'inaptitude? Donc, on vous laisse encore quelques instants pour y répondre. Alors, nous sommes à 60% pour un changement de poste et 40% pour un aménagement de poste. Donc, 60-40 pour les réponses. Oui, alors effectivement, le même poste dans un autre environnement de travail suppose un changement de poste puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on va être obligé de modifier les éléments essentiels du contrat de travail. Donc là, on n'aura pas d'autre solution que de passer par une inaptitude puisque le changement de poste suppose une inaptitude. Donc là, lorsque le médecin du travail indique que le salarié peut effectuer le même poste dans un autre environnement de travail, il s'agit plutôt d'un changement de poste qui nécessite donc de passer par une inaptitude. Toutefois, il faut savoir que l'inaptitude, c'est vraiment l'échec de la prévention. Lorsqu'on arrive à une inaptitude, c'est qu'auparavant, nous n'avons pas réussi à mettre en place les aménagements de poste et les restrictions nécessaires pour maintenir le salarié dans son emploi.
Du coup, c'est vrai que lorsqu'on en arrive à une inaptitude, le changement de poste est inévitable. Alors, petite précision, au niveau des préconisations du médecin de travail qui auraient été proposées auparavant, l'employeur a toujours la possibilité de refuser de les mettre en place, mais à la condition qu'il le motive par écrit au médecin du travail. Donc, dans les 2 premières situations, si l'entreprise n'avait pas la possibilité de, par exemple, passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour, l'employeur aurait dû le notifier par écrit au médecin du travail pour que le médecin du travail soit propose d'autres aménagements, soit, si c'est inévitable, passe par l'inaptitude pour proposer un changement de poste. Merci beaucoup, Alizée. Nous passons à la 5e question. Vous êtes nombreux à nous poser déjà vos questions sur l'onglet questions. Sachez que nous sommes uniquement toutes les 3, donc nous prendrons le temps à la fin de répondre à certaines questions et nous allons le faire par écrit au fur et à mesure. Donc, pas d'inquiétude si vous n'avez pas de réponse immédiate. Nous verrons cela d'ici la fin du webinaire. Alors, Célia, l'invalidité entraîne-t-elle l'inaptitude ? Alors, avant de répondre à cette question, on va redéfinir un petit peu la notion d'invalidité, qui est une notion qui relève du droit de la sécurité sociale, contrairement à l'inaptitude qui relève du droit du travail. Cette invalidité, elle n'est pas reconnue par le médecin du travail, elle est reconnue par le médecin conseil de la Sécu. Et elle va faire état d'une incapacité plus ou moins importante du salarié à assurer une prestation de travail. Donc, à ce moment-là, une fois qu'elle est reconnue, que le salarié est reconnu invalide, cette décision n'est pas transmise à l'employeur par la sécurité sociale. Le salarié conserve le choix de garder ça pour lui ou non, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'obligation d'en informer son employeur. Donc, posant ces règles-là, on voit mal comment, en effet, une décision de mise en invalidité pourrait avoir une conséquence directe et automatique sur le contrat de travail du salarié. Donc, elle ne va pas entraîner ipso facto l'inaptitude. Donc, on l'a vu, le salarié n'est pas obligé d'en faire part à son employeur, mais il peut tout à fait informer l'employeur de sa reconnaissance en invalidité et de la catégorie. Donc, s'il informe l'employeur va avoir certaines obligations qui vont être différentes selon que le salarié est couvert par un arrêt au moment où justement il informe l'employeur, ou il n'est pas couvert par un arrêt. Donc, s'il n'est pas couvert par un arrêt, ce qui est tout à fait possible, puisque on l'a vu, l'invalidité, c'est faire mention d'une incapacité plus ou moins importante. Donc, le salarié n'est pas obligatoirement dans un état de santé ultra dégradé pour être reconnu invalide. Donc, il peut tout à fait être en situation de travail, ne pas rencontrer forcément de problèmes particuliers dans l'exécution de ses missions, ou peut-être en rencontrer certains, mais qui ne sont pas facilement détectables de l'extérieur. Donc, s'il en informe son employeur, l'employeur va avoir une obligation, celle d'informer à son tour le médecin du travail du placement en invalidité du salarié et de demander une visite à la demande auprès du médecin du travail. Pourquoi ? Puisque tout salarié invalide doit pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le suivi individuel adapté. Le suivi individuel adapté consiste, comme son nom l'indique, en l'adaptation des règles qui sont les règles de base du suivi simple. Donc, on va pouvoir envisager la réduction, par exemple, de la périodicité de ces visites. Donc, il va devoir aller voir le médecin du travail qui pourra éventuellement redéfinir une autre périodicité de visite pour ce salarié en question ou, pourquoi pas, prononcer l'inaptitude si l'état de santé du salarié le justifie. Deuxième cas de figure, nous sommes dans le cas où le salarié en invalidité deuxième catégorie est en arrêt de travail. Donc là, on suppose que son état de santé est quand même assez dégradé puisqu'il n'est pas en mesure de fournir une prestation de travail. Donc, si ce salarié-là ne manifeste pas sa volonté expresse de ne pas réintégrer son poste de travail, alors même qu'il continue d'envoyer ses arrêts de travail, ça va déclencher une obligation pour l'employeur qui sera de solliciter une visite de reprise, alors même justement que le salarié continue d'envoyer ses arrêts. Ça, c'est important de le souligner parce que la Cour de cassation, dans ce cas de figure-là, a bien répété, à plusieurs reprises, ça a été confirmé par un arrêt récent en date du 12 avril 2023, mais elle a bien répété que la poursuite de l'envoi des arrêts ne suffit pas en soi à justement symboliser, traduire cette fameuse volonté de ne pas réintégrer son travail. Donc, l'employeur va devoir solliciter une visite de reprise et c'est à l'occasion de cette visite de reprise
que le médecin du travail fera éventuellement le constat de l'incompatibilité entre l'état de santé du salarié et son poste. Donc, on le voit bien, l'inaptitude pourra être prononcée, mais ce n'est pas forcément automatique. Donc, l'invalidité n'entraîne pas automatiquement l'inaptitude. Merci pour ces précisions. Alors, question numéro 6, Alizée, quelle est la procédure pour prononcer une inaptitude? Oui, alors, pour pouvoir prononcer une inaptitude, il y a une procédure qui est strictement précisée dans les textes, à savoir que l'inaptitude peut désormais se prononcer en une seule visite médicale. Et si et seulement si le médecin du travail l'estime nécessaire, un deuxième examen peut avoir lieu, mais ce deuxième examen doit avoir lieu dans un délai maximum de 15 jours. Alors, l'essentiel des procédures d'inaptitude se déroule quand même en une seule visite. Toutefois, avant de prononcer cette inaptitude, le médecin doit recueillir certains éléments, dont l'étude de poste et des conditions de travail qui doit être impérativement réalisée avant le jour du prononcé de l'inaptitude. Donc, l'étude de poste et des conditions de travail peut être réalisée par le médecin du travail, mais également par un membre de l'équipe pluridisciplinaire que le médecin du travail aura chargé. L'étude de poste et des conditions de travail a pour but de déterminer la compatibilité du poste de travail avec l'état de santé du salarié. Deuxième élément de procédure, donc l'inaptitude ne peut être présentée qu'à la condition que la date d'actualisation de la fiche d'entreprise soit indiquée sur l'avis d'inaptitude. Donc, cette date d'actualisation de la fiche d'entreprise doit être indiquée dans les éléments que vous retrouverez sur votre fiche d'inaptitude. La fiche d'entreprise n'est en revanche pas la même chose que le document unique d'évaluation des risques professionnels, à savoir que la fiche d'entreprise, c'est un document qui est réalisé uniquement par le service de prévention et de santé au travail, alors que le document unique d'évaluation des risques professionnels doit être réalisé par l'employeur. Alors, on a de plus en plus dans les services de santé au travail des dispositifs qui permettent d'aider les employeurs à réaliser leur document unique. Néanmoins, c'est une obligation qui est uniquement à la charge de l'employeur, alors que la fiche d'entreprise, c'est un document qui est à la charge du service de prévention et de santé au travail. Donc, c'est le deuxième élément qui doit apparaître dans la procédure d'inaptitude. Et le troisième élément, c'est l'échange entre le médecin du travail, le salarié et l'employeur. Alors, pour le salarié, l'échange se produit à l'occasion de la visite médicale, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'inaptitude ne peut être prononcée qu'à l'issue d'une visite médicale avec le médecin du travail. Donc, l'échange avec le salarié va se produire à ce moment-là, au moment de la visite médicale. Et concernant l'échange avec l'employeur, il peut avoir lieu par tout moyen. Donc, le Code du travail n'impose aucun formalisme quant à l'échange avec l'employeur. Donc, ça peut se faire par mail, par écrit, par téléphone, par échange oraux classique ou par fax, courrier, etc. Donc, l'échange avec l'employeur, la date des échanges avec l'employeur doit être indiquée sur la fiche d'inaptitude également. Si et seulement si tous ces éléments apparaissent dans votre fiche d'inaptitude, la procédure est correcte et le licenciement qui en suivra pourra s'en appuyer. Très bien, donc nous continuons d'avancer dans ce webinaire. Nous arrivons à la question numéro 7. Célia, comment est notifié l'avis d'inaptitude? Alors, au moment du prononcé de l'inaptitude, le médecin va réaliser 3 exemplaires qui vont être édités. Donc, un va être versé au dossier médical en santé au travail, un autre va être transmis au salarié et un dernier va être transmis à l'employeur. Alors, sur la forme de cet avis, ça peut être encore des avis papier, ça peut être également des versions numériques des avis. Tout dépend comment le service de santé au travail s'est organisé avec son logiciel métier en interne. En attendant, le Code du travail n'impose aucun formalisme au service de santé au travail. Quant aux modalités d'édition et de transmission, la seule chose qui est imposée au service, c'est que l'avis doit être notifié par tout moyen, lui conférant une date certaine. Donc, c'est sur cette notion de date certaine que la jurisprudence est venue nous préciser que lorsqu'on remet en main propre l'avis aux salariés à l'issue de la visite, parce que dans la pratique, c'est quand même dans la majorité des cas ce qu'on peut constater, l'avis d'inaptitude doit être remis contre émargement ou récépissé. Sans en fait cet émargement ou récépissé, on n'a pas la preuve de cette fameuse date certaine qui est exigée pour le service
Et donc, c'est cette date, on le verra plus tard, hein, qui va faire courir le délai dans lequel l'avis va être contestable auprès du Conseil des prud'hommes. Donc, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, on retient que l'avis est remis par tout moyen aux deux parties au contrat de travail, l'important étant de pouvoir conférer une date certaine à cette remise au moment où l'avis est transmis au salarié ou à l'employeur. Merci Célia. Alors, question numéro 8, l'inaptitude avec ou sans obligation de reclassement? Alors, il y a deux situations qui s'imposent lorsqu'il existe des capacités restantes. Dans ce cas de figure, nous sommes dans la situation de l'obligation de reclassement de l'employeur. Et le deuxième cas de figure, c'est lorsqu'il existe une dispense de reclassement. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. Mais dans ce cas de figure, en cas de dispense de reclassement, l'employeur peut procéder au licenciement directement. Alors, on va évoquer ensemble le premier cas de figure, c'est lorsque le médecin du travail estime que le salarié dispose de capacités restantes. À ce moment-là, l'employeur a une obligation de rechercher à reclasser le salarié. Donc, les capacités restantes sont toujours précisées par le médecin du travail sur l'avis d'inaptitude. Donc, c'est votre petite fiche d'inaptitude en bas, la dernière case qui s'intitule « Conclusion et indications relatives au reclassement ». Donc, lorsque vous avez cette case de rempli, vous avez de préciser les conditions de reclassement qui permettent de maintenir et d'aiguiller, maintenir le salarié dans son emploi et d'aiguiller l'employeur vers un poste de reclassement. Donc, à compter de l'avis d'inaptitude, sachez que l'employeur dispose d'un mois pour soit reclasser, soit licencier, soit reprendre le paiement des salaires. Donc, au bout d'un mois, si vos recherches de reclassement n'ont pas abouti, vous devez soit licencier, soit reprendre le paiement des salaires. Alors, pour pouvoir se justifier d'avoir rempli cette obligation de reclassement, l'employeur doit réaliser des recherches que la jurisprudence qualifie de loyales et sérieuses. Cela signifie que l'ensemble des postes compatibles avec les préconisations indiquées par le médecin du travail doivent être proposés aux salariés comme étant des propositions de reclassement. Le poste qui va être proposé doit également être aussi comparable que possible au poste précédent. Il doit être adapté aux compétences du salarié en plus d'être adapté aux préconisations du médecin du travail. Il doit être disponible, c'est-à-dire que la jurisprudence a évoqué le fait que l'employeur n'était pas obligé de créer un poste pour pouvoir maintenir le salarié dans son emploi, mais l'employeur doit proposer l'ensemble des postes disponibles au sein de l'entreprise. Donc, ça veut dire que tous les postes doivent être proposés, y compris les postes de type CDD, alors que le salarié était précédemment dans un emploi CDI. Donc, en fait, tous les postes qui sont compatibles avec les capacités du salarié, ses compétences et ses capacités restantes indiquées par le médecin du travail doivent être proposés aux salariés comme un poste de reclassement. Alors, pour les entreprises qui font partie d'un groupe, tous les postes au sein des entreprises du groupe doivent être proposés également à la condition que ces entreprises soient situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Donc, pour les entreprises du groupe, c'est uniquement au niveau du territoire national que les postes de reclassement pourront être proposés. Si l'ensemble de ces conditions sont remplies, à ce moment-là, la jurisprudence estime que l'employeur a effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement. Donc, par la suite, nous allons voir dans quelle situation le salarié a la possibilité de refuser ou non un poste de reclassement. Bien sûr, avant cette diapo, il faut savoir que l'employeur, lorsque aucun poste ne correspond aux capacités restantes, aucun poste n'est disponible dans l'entreprise, il faut à tout prix que l'employeur le justifie par écrit en faisant des échanges avec le médecin du travail, puisque dernièrement, la jurisprudence a évoqué le fait que lorsque l'employeur évoque des échanges avec le médecin du travail qui justifie qu'aucun poste n'est compatible dans l'entreprise et que le médecin du travail le reconnaît, à ce moment-là, le licenciement peut avoir lieu. Mais il faut à tout prix que vous puissiez au moins justifier que les recherches ont eu lieu
et qu'aucun poste ne correspond. Alors, lorsqu'il existe des capacités restantes et que vous proposez des postes de reclassement, sachez que le salarié a toujours le droit de refuser à être reclassé sans que ce refus ne soit qualifié de fautif. Il existe en revanche des conséquences pécuniaires dans les cas où le refus va être qualifié d'abusif, mais cette situation n'existe qu'en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Pour tous les autres cas d'inaptitude, des inaptitudes classiques, sachez qu'il n'y aura aucune conséquence pécuniaire du fait d'un refus du salarié sur un poste de reclassement. Les cas dans lesquels il existe des conséquences financières, c'est uniquement les cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Dans ces cas de figure, dans une situation, le refus pourra être qualifié d'abusif et dans l'autre, le refus ne pourra pas être qualifié d'abusif. Donc, première situation, lorsque le reclassement ne modifie pas les éléments essentiels du contrat de travail. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les éléments essentiels du contrat de travail sont appréciés par les juges, mais ils sont essentiellement définis par la qualification, le lieu, la rémunération du salarié et la durée du contrat. Donc, si ces éléments ne sont pas endommagés par la proposition de reclassement, à ce moment-là, le salarié qui refuse un poste de reclassement qui ne modifie pas les éléments essentiels de son contrat de travail initial est qualifié d'abusif. Les conséquences sont les suivantes. Le doublement des indemnités de licenciement qui sont initialement dues en cas d'inaptitude professionnelle ne sont pas dues au salarié. Donc, il y a les indemnités, donc le doublement des indemnités ne sera pas dû au salarié dans cette situation puisque son refus est abusif. En revanche, lorsque les postes de reclassement proposés modifient les éléments essentiels du contrat de travail, à ce moment-là, le refus ne pourra jamais être qualifié d'abusif. Donc là, même en cas d'inaptitude professionnelle, le doublement des indemnités de licenciement aura bien lieu. Donc ces deux situations sont à distinguer uniquement dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Donc, autre situation, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, lorsque le médecin du travail vous présente un cas de dispense de reclassement. La première partie que je vous ai expliquée concerne les situations dans lesquelles il existe des capacités restantes aux salariés. Là, dans cette situation, les dispenses de reclassement signifient qu'il n'y a plus aucune capacité restante du salarié pour le maintenir dans son emploi. Dans ce cas de figure, l'employeur peut procéder directement au licenciement. Alors, la dispense de reclassement est évoquée sur l'avis d'inaptitude uniquement lorsque l'une des deux mentions expresses est cochée. La première phrase, c'est « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». La deuxième phrase, c'est « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Donc, c'est lorsque l'une des deux phrases est cochée par le médecin du travail, il s'agit d'un cas de dispense de reclassement. L'employeur peut donc directement procéder au licenciement du salarié. Alors ça, c'est la théorie, mais vous le savez, en pratique, il existe des situations, encore une fois, où l'employeur peut être parfois induit en erreur. Alors, je vais vous inviter une nouvelle fois à répondre au petit sondage, donc en vous évoquant 3 situations dans lesquelles vous allez répondre s'il s'agit donc d'un cas de dispense de reclassement ou s'il s'agit plutôt d'une obligation de reclassement pour l'employeur. Alors, vous avez la possibilité de répondre, donc recherche de reclassement, ou alors licenciement directement, ça veut dire qu'il s'agit d'un cas de dispense de reclassement. Donc, on vous laisse quelques secondes. Alors, je présente juste la situation. Donc, première situation, c'est lorsque la mention express est cochée. Donc, vous avez une des deux phrases qui est cochée, soit « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », soit « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans son emploi », et que vous avez dans la petite case que je vous ai montrée tout à l'heure, dans les conclusions restrictives relatives au reclassement, vous avez des indications. Donc, lorsque, je le rappelle, une des deux phrases est cochée et qu'en plus, vous avez des capacités restantes précisées. Selon vous, pouvez-vous procéder directement au licenciement ou devez-vous procéder à des recherches de reclassement? Alors, les gens sont indécis parce que nous sommes à 50-50. Alors, il y a une légère tendance pour le licenciement à l'instant. Non,
Si, le licenciement vient de passer à 53%. Donc, ça justifie le fait que ce sont des situations qui induisent en erreur. Alors, la réponse, c'est qu'il s'agit d'une obligation de reclassement, puisque la dispense de reclassement ne fonctionne que si la mention expresse unique est précisée, donc que si l'une des deux phrases est cochée, et c'est tout. À partir du moment où le médecin du travail évoque des capacités restantes, même si l'une des deux phrases est cochée précédemment, à partir du moment où des capacités restantes sont évoquées, l'employeur a l'obligation de procéder à des recherches de reclassement. Donc, c'était la réponse à cette première situation. Deuxième situation, lorsque aucune des deux phrases n'est cochée, donc, je le rappelle, vous avez les deux phrases qui sont précisées en italique sur la diapo, mais que dans les capacités restantes, le médecin du travail indique que le salarié est inapte à tous les postes dans l'entreprise. Selon vous, l'employeur est quand même tenu de procéder à des recherches de reclassement ou au moins à minima de justifier qu'il a tenté de chercher à reclasser son salarié ou peut-il procéder directement au licenciement? Alors, donc on vous laisse quelques secondes pour y répondre. On est sur 56% de licenciement pour l'instant. Donc, la tendance reste au licenciement. On se rapproche des 60%. D'accord, donc c'est quand même moins tranché que les premières situations qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais effectivement, donc là, dans ce cas de figure, l'employeur est obligé de chercher à reclasser, puisque je vous l'ai dit, même si le médecin du travail indique que le salarié serait inapte dans tous les postes de l'entreprise, le seul cas de dispense qui est juridiquement valable, c'est l'une des deux phrases qui va être cochée par le médecin du travail. C'est vraiment l'unique situation dans laquelle l'employeur est tenu de procéder directement au licenciement. À partir du moment où le médecin du travail indique des capacités restantes ou indique une conclusion, en fait, à partir du moment où il précise quelque chose, à ce moment-là, l'employeur est quand même tenu de procéder aux recherches de reclassement. Alors, on sait que ces recherches vont être vaines puisque le médecin du travail indique par lui-même aucun poste dans l'entreprise ne correspond. Néanmoins, juridiquement, l'employeur doit à tout prix donc, réaliser un courrier pour au moins justifier qu'il a tenté malgré tout de chercher à reclasser son salarié pour que sa procédure de licenciement par la suite soit valable. Dernière situation, lorsque le médecin du travail présente donc l'état de santé du salarié fait obstacle à tout emploi, à tout reclassement dans un emploi. Donc, il présente une des deux phrases que je vous ai citées tout à l'heure, il coche l'une des deux phrases que je vous ai citées tout à l'heure, mais qu'il rajoute manuellement à la fin de cette phrase dans cette entreprise. Selon vous, le fait de modifier la phrase en précisant à la fin dans cette entreprise, s'agit-il d'une obligation de recherche de reclassement ou l'employeur peut-il proposer directement une procédure de licenciement à son salarié? Alors, nous avons 67% vers le licenciement. On se rapproche des 70% pour le licenciement pour cette question. Alors là, la majorité donc fait erreur puisque là encore, à partir du moment où on modifie la mention expresse, encore une fois, l'employeur doit quand même justifier d'avoir tenté de chercher à reclasser son salarié. Donc ça, c'est vraiment des éléments que je vous donne, mais c'est des éléments de procédure purement juridique. Je sais que d'un point de vue logique, ça peut étonner certains, mais juridiquement, si vous voulez que votre procédure de licenciement ne soit pas dotée de failles, à ce moment-là, à partir du moment que la procédure, que la phrase de dispense est modifiée, vous devez quand même procéder aux recherches de reclassement. La seule situation dans laquelle la dispense fonctionne, c'est lorsque la phrase est simplement cochée et que vous n'avez aucune autre indication. Merci Alizée pour toutes ces précisions. Donc, je vois que vous êtes encore nombreux à nous poser des questions. Encore une fois, nous répondons au fur et à mesure et nous ne pourrons pas toutes les traiter, surtout sur des questions bien spécifiques. Nous faisons notre maximum. Nous arrivons tout doucement donc à la fin de cette présentation. Donc, comment contester une inaptitude? Nous avons vu beaucoup de questions passer aussi à ce sujet. Donc, nous allons le traiter dès maintenant avec Célia.
Voilà, alors j'ai renvoyé les gens justement à la présentation à laquelle on arrive là sur la contestation d'un avis d'inaptitude. Alors, quel que soit l'avis du médecin, à partir du moment où il comprend des éléments de nature médicale, qu'on va donc retrouver au sein d'une proposition d'aménagement de poste, par exemple, d'un avis d'aptitude, mais également l'avis d'inaptitude qui fait qu'on se retrouve tous aujourd'hui, ces avis-là vont pouvoir être contestables. C'est le Code du travail qui nous le dit. D'ailleurs, en tant que salarié ou employeur, quand vous récupérez ces fameuses fiches de fin de visite, sur ces 3 fiches-là, vous verrez qu'il est indiqué les modalités et les délais de recours contre ces mêmes avis-là. Donc, en l'occurrence, il s'agit d'une contestation possible dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'avis. Donc, on l'a vu tout à l'heure, quand on parlait de la remise au salarié de la fiche de fin de visite à l'issue de la visite en main propre, il y avait cette obligation de faire signer le salarié, de dater la fiche comme quoi elle avait bien été remise ce jour-là. Et c'est en effet cette date-là, la date de notification, date certaine, qui fait partir ce fameux délai de 15 jours, au-delà duquel il ne sera plus possible de contester l'avis remis par le médecin du travail. Donc, l'avis, il va être contestable devant un tribunal particulier, qui est le Conseil des prud'hommes, dont la compétence est de juger des litiges découlant de l'exécution du contrat de travail. Donc là, on est en plein dedans. Et donc, il va être saisi par la partie qui va contester l'avis en question. Donc, ça peut être l'employeur ou le salarié. Le médecin du travail ne sera pas partie au litige, c'est-à-dire qu'il ne va pas être convoqué en audience par le Conseil des prud'hommes une fois que la partie diligente aura fait sa saisine. L'audience est publique. La partie qui sera convoquée, ça va être l'autre partie au contrat de travail. Alors, ça peut paraître un peu surprenant si je prends l'exemple, par exemple, d'un employeur qui va contester un avis d'inaptitude. Il va saisir les prud'hommes en référé, et c'est le salarié qui, par voie de conséquence, va être convoqué en audience. Alors, ça peut surprendre, puisque le salarié directement n'est pas le rédacteur de l'avis, c'est bien le médecin du travail. Donc, c'est une audience publique. Il ne va pas être abordé durant cette audience des sujets d'ordre, de nature médicale. Par contre, le Conseil des prud'hommes va avoir la possibilité, et c'est ce qu'il fait la plupart du temps, il va avoir la possibilité de désigner un médecin du travail particulier qui est le médecin inspecteur du travail pour justement juger du bien fondé, de la légitimité du bon travail effectué par le médecin du travail qui aura remis l'avis contesté. Donc, le référé, c'est assez rapide, c'est ce qu'on appelle maintenant la procédure accélérée au fond, mais on la connaît mieux sous son nom d'avant, qui est la procédure des référés, puisqu'en général, au bout d'un mois, vous arrivez à avoir une audience, mais c'est à l'occasion de cette audience que le Conseil de prud'hommes va désigner le médecin inspecteur pour juger de l'avis, pour donner son avis sur l'avis. Et là, par contre, ça devient un petit peu plus long. On peut avoir des délais qui peuvent aller jusqu'à 1 an. Donc, je vous encourage, quand il y a un désaccord sur un avis remis, de plutôt retourner auprès du médecin du travail, d'échanger avec lui, plutôt que d'aller directement par la voie judiciaire. Parce que je pense que personne n'en sortira forcément grandi. Bon, après, ça peut être une solution in fine quand un arrangement ne peut pas être trouvé. Une précision donnée par la Cour de cassation à la fin de l'année dernière, donc en date du 26 octobre 2022. Donc, même si le Code du travail cible les avis contestables sur 3 fiches possibles, proposition d'aménagement, avis d'aptitude et avis d'inaptitude, il a été reconnu, dans un cas très particulier, la possibilité de contester une attestation de suivi. Alors, l'attestation de suivi, à la base, elle ne contient pas d'éléments de nature médicale. Elle peut être d'ailleurs remise par l'infirmier en santé au travail, et également le médecin. Mais dans le litige qui a conduit la Cour de cassation à se prononcer, il s'agissait d'un salarié qui avait été vu donc par le médecin du travail et qui avait bénéficié pendant une longue période d'un aménagement que le médecin du travail avait préconisé. Et lors de cette visite, le médecin du travail ayant estimé que son état de santé ne nécessitait plus le maintien de cet aménagement, avait retiré l'aménagement en remettant une simple attestation de suivi non accompagnée d'une proposition d'aménagement qui reconduisait la précédente. Donc là, on voit bien que l'attestation de suivi, elle peut être la traduction de l'absence
d'une décision, enfin de l'absence de la reconduction d'un aménagement, pardon, je vais être plus claire. Donc, quelque part, l'absence d'un aménagement traduit une position médicale qui, donc, de ce fait, est contestable. Donc, on limite bien la possibilité, d'après ce que nous dit la Cour de cassation, de la contestation à une attestation de suivi remise par un médecin du travail et non pas par un infirmier dans ce cas de figure-là. On verra plus tard si la Cour de cassation ouvre le champ des possibles dans d'autres situations, mais pour l'instant, c'est celle qui est l'unique connue à ce jour. Merci Célia. Et donc, pour terminer, quelles sont les spécificités liées à l'inaptitude d'un salarié multi-employeur? Il y a eu des questions qui ont été posées aussi à ce sujet, donc nous allons encore traiter cette partie. Mais on a voulu la traiter avec vous parce que c'est vrai que la loi du 2 août 2021 a posé le principe de la mutualisation du suivi de l'état de santé pour ce qu'on appelle les salariés multi-employeurs. Et un récent décret, parce qu'il a fallu quand même attendre le 30 juin 2023, donc presque 2 ans après les dispositions légales, pour que l'organisation de cette mutualisation puisse être mise en œuvre. Donc, on va déjà redéfinir qu'est-ce qu'un salarié multi-employeur, parce que ça concerne certes beaucoup de salariés, mais pas tous. Donc, il s'agit d'un salarié qui a plusieurs emplois identiques auprès de plusieurs employeurs différents. Donc, il y a plusieurs contrats de travail. La loi a exclu de ce champ d'application les salariés dont les employeurs sont des particuliers employeurs. Ça, c'est important de le dire. Ils auront, eux, un autre suivi taillé sur mesure qui reste encore à définir. Donc là, on s'occupe bien des salariés multi-employeurs hors particuliers employeurs. Donc, la loi du 2 août 2021 a posé le principe suivant, c'est que le suivi de l'état de santé va être effectué par un seul médecin du travail, celui de l'employeur principal. Donc, l'employeur principal, c'est l'employeur qui a la plus grande ancienneté dans sa relation avec le salarié concerné. Avant, il y avait autant d'adhésions, ou en tout cas autant de médecins du travail qu'il y avait d'employeurs. Maintenant, grâce à cette réglementation, il n'y aura plus qu'un seul médecin du travail qui effectuera le suivi individuel de ce salarié. Et à l'issue de chaque visite en santé au travail, il va remettre une fiche qui non seulement ira à destination du salarié et de l'employeur principal, dont il est le médecin du travail, mais également à tous les autres employeurs du salarié. C'est vraiment en ça que consiste la mutualisation du suivi. Le législateur a anticipé une chose qui est la suivante. On peut tout à fait se trouver un jour dans une situation où le médecin du travail va constater l'inaptitude du salarié, mais comme on l'a vu tout au long de cet exposé aujourd'hui, ça va être par rapport à une situation professionnel propre par rapport à un poste de travail occupé. Là, il a des emplois identiques, mais il a plusieurs postes de travail, c'est-à-dire il y a autant de postes que d'employeurs, que de lieux de travail, etc. Donc, on peut imaginer, par exemple, que le salarié développe une allergie invalidante par rapport à un agent chimique dangereux, par exemple, qui serait présent au sein de certains lieux de travail, mais pas de tous. Donc, le médecin du travail pourrait être amené ce jour-là à remettre des fiches à l'issue de la visite différentes aux employeurs concernés. On peut imaginer qu'ils sortent de la visite avec une attestation de suivi pour tel poste où justement ce fameux produit chimique ne serait pas présent et avec un avis d'inaptitude à un autre poste de travail qui sera donc envoyé à un autre employeur où justement la présence de l'agent chimique dangereux met le salarié dans une situation d'exposition qui n'est plus tenable pour lui. Donc voilà en quoi consiste la mutualisation du suivi de l'état de santé et l'impact que ça peut avoir en termes d'inaptitude. Alors, cette mutualisation, elle est restreinte au suivi de l'état de santé et non pas à la réalisation des actions sur le milieu de travail. Parmi les actions sur le milieu de travail figurent notamment la réalisation de la fiche d'entreprise et son actualisation, ainsi que l'étude de poste et des conditions de travail. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il fait partie des actes procéduraux pour l'établissement de l'avis d'inaptitude de réaliser la fiche d'entreprise ou de la mettre à jour et de réaliser l'étude de poste et des conditions de travail. Donc là, une coopération entre médecins du travail sera nécessaire parce que, bien entendu, il y a le médecin
qui est celui de l'employeur principal, qui fait le suivi d'état de santé du salarié multi-employeur. Et il y a tous les autres médecins du travail, qui sont les médecins du travail des autres entreprises, donc des employeurs secondaires. Donc voilà, on arrive à la fin. Je recède la parole à Claire pour la finalisation de cette présentation. Donc merci Célia. Effectivement, on arrive donc au bout des 10 questions. Donc pour tous ceux qui l'ont demandé, je le répète, cette présentation sera disponible en PDF ainsi que le replay sur le site de Gest. À la fin de, dans la journée d'ailleurs, donc n'hésitez pas à vous reconnecter à ce moment-là pour y accéder. Il y aura donc l'annexe et les références de jurisprudence qui ont été sollicitées. Donc, vous êtes très, très nombreux à poser des questions, hein. Vous êtes environ 400 connectés. On est à plus d'une centaine de questions posées, donc nous ne pourrons pas toutes les traiter. Donc, au fur et à mesure, Célia et Alizé, à tour de rôle, ont pu répondre à certaines questions. J'ai pu en prendre quelques-unes que j'ai vues passer qui n'ont pas eu de réponse et qui, pour moi, sont généralisées, puisque vous avez tous aussi des questions un peu liées à des situations particulières. Alors, on a notamment demandé, donc Alizé, c'était pour votre partie, un reclassement peut-il être une réduction de temps de travail? Oui, alors il me semble que j'ai répondu par écrit. J'essayais pendant que Célia parlait, de répondre, mais c'est vrai que ça va très très vite. Oui. Il me semble que j'ai dû répondre par écrit. Mais effectivement, s'il s'agit d'un simple changement d'horaire de travail, normalement, il s'agit uniquement d'un aménagement de poste et non d'un reclassement, mais on m'a soumis la proposition d'un horaire de travail, mais pour un surveillant de nuit. Donc là, en effet, alors, vu que le poste du salarié, c'est surveillant de nuit, si on modifie ses horaires, donc on passe en horaire de jour, à ce moment-là, on modifie donc la qualification du contrat de travail. Donc dans cette situation, effectivement, là, on est plutôt face à un changement de poste qui va supposer un avis d'inaptitude. Et dans les cas classiques, s'il s'agit d'un simple changement d'horaire de travail, à ce moment-là, il s'agit plutôt d'un aménagement de poste. D'accord, très bien. Il y a une question aussi qui est passée quand on parlait des écrits de l'employeur à destination du médecin du travail. On a demandé si cela devait être fait par courrier ou par mail. Oui, alors, c'était pas précisé à quel moment ces écrits devaient être faits, mais je suppose que c'était au moment de justifier de la procédure de reclassement. Donc, dans tous les cas, s'il s'agit de la procédure de reclassement ou des simples échanges de mails au niveau de la procédure d'inaptitude, dans tous les cas, il faut impérativement, côté employeur, que vous puissiez prouver que vous avez au moins tenté de joindre l'employeur. Alors, j'ai eu aussi des questions qui évoquaient le fait que le médecin du travail n'est pas toujours disponible. Effectivement, on est, dans tous les services de santé au travail de France, on a quand même des problèmes d'effectifs. Donc, les médecins du travail répondent au mieux. Vous avez peut-être des délais un petit peu parfois longs pour les contacter, mais je vous conseille vraiment, lorsqu'il s'agit de prouver un échange par écrit, soit au niveau de la procédure d'inaptitude, soit au niveau de la procédure de reclassement, de le faire par écrit, donc à minima par mail et au mieux par courrier. Voilà, merci. On va prendre encore quelques instants pour répondre à quelques questions. On en a eu plusieurs qui demandaient si c'était possible d'avoir un salarié déclaré inapte temporairement, d'avoir en fait une inaptitude temporaire, et s'il y avait une durée maximale. Alors, l'inaptitude temporaire n'existe pas. Ça, c'est un fondement juridique qui n'est pas reconnu dans le contrat du travail. Alors, par contre, il existe une possibilité pour le médecin du travail, c'est d'utiliser l'annexe 4 au niveau des préconisations, qui est de dire, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer. Le salarié doit prolonger son arrêt de travail ou se mettre en arrêt de travail, puisque pour l'instant, je n'ai pas les éléments qui me permettent de dire que l'inaptitude est définitive, même si une inaptitude est envisagée. Mais en tout cas, on ne peut pas émettre un avis d'inaptitude uniquement pour 15 jours ou pour un mois. Ça, c'est pas possible. À partir du moment où l'inaptitude est prononcée, elle est vraiment définitive. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Célia. Non, je pense que tu as tout à fait tout dit, mais c'est vrai que le terme d'inaptitude temporaire est souvent utilisé, mais mauvais escient. Bon. Et du coup, il y a également plusieurs questions de personnes au moment, donc, quand on parle de reclassement, en disant, voilà, s'il y a le cas d'une inaptitude au sein d'un groupe, d'un très grand groupe avec beaucoup de salariés en France, doit-on proposer tous les postes aux salariés, même s'il n'a pas le profil?
Alors, je ne sais pas si tu veux répondre, Célia, du coup. En fait, Alizé vous l'a précisé tout à l'heure, on doit proposer un poste le plus proche possible de l'emploi que le salarié occupait précédemment. Alors, quand médicalement, il ne peut plus occuper ce poste parce qu'il y a des restrictions qui font que voilà, ce n'est pas possible, c'est sûr qu'on va de plus en plus s'éloigner d'un poste qui serait similaire à celui qu'il occupait précédemment. L'important, c'est surtout de retomber sur ses pieds par rapport aux préconisations médicales. On doit respecter ce que le médecin du travail a mentionné en bas de la fiche d'avis d'inaptitude, respecter ses contre-indications. Après, ça ne va pas non plus jusqu'à proposer un poste qui ne serait pas dans les compétences du salarié, c'est-à-dire que l'employeur n'aura pas forcément l'obligation de devoir offrir une formation complète, longue, à un salarié. Alors, il y a une obligation pour l'employeur de faire tout son possible pour permettre, ça contribue à quelque part remplir son obligation de loyale et de bonne foi dans sa recherche de reclassement. Il a une obligation d'accompagner au mieux le salarié dans les postes dans le poste que celui-ci pourrait accepter. Donc, si on propose un poste de reclassement disponible, compatible par rapport aux préconisations du médecin, que ce poste est quelque peu différent du poste tenu par le salarié au préalable et qu'une formation est nécessaire pour permettre au salarié d'occuper dans de bonnes conditions ce nouveau poste de reclassement, l'employeur devra le faire. Mais ça reste une formation qui ne sera pas lourde. On n'a pas l'obligation, Oui, par exemple… Alizé, on entend le bruit du clavier et les gens n'entendent pas la réponse de Célia. Je suis navrée. D'accord, pardon. Pardon, Célia. De rien. Donc oui, voilà, ce n'est pas une obligation en tout cas de formation lourde. Voilà. Donc c'est toujours sur des cas d'espèce que la Cour de cassation a été amenée à se prononcer là-dessus. Donc je peux pas franchement, moi, vous donner c'est quoi une formation lourde. Voilà, ça sera vraiment à juger au cas par cas en fonction des compétences initiales du salarié et du poste que l'employeur entendrait lui proposer au titre du reclassement. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans ma réponse. Alors, merci Célia. Donc il est 11 heures, on arrive vraiment à la fin de notre présentation. Encore une fois, on a eu énormément de questions, on ne pourra pas toutes les traiter. N'hésitez pas également à vous retourner auprès de votre propre service de prévention et de santé au travail, pour, notamment toutes les questions avec des situations très particulières qui portaient sur un salarié en particulier. N'hésitez pas, si vous êtes employeur également, à contacter le médecin du travail de votre entreprise qui pourra vous aider. Est-ce que, alors oui, la présentation sera disponible en replay sur le site de Gest ainsi que la présentation PDF. Si Alizé et Célia, vous souhaitez encore traiter une ou deux questions en regardant les questions qui ont été posées, en la traitant à l'oral, de mon côté, je vais simplement, avant que vous nous quittiez, publier 3 petits sondages. N'hésitez pas à y répondre rapidement avant de partir. Donc, nous allons voir encore une ou deux questions peut-être principales et ensuite nous fermerons ce webinaire. J'en ai vu une sur la situation des salariés multi-employeurs parce que j'aimerais bien la traiter parce que je sais qu'on l'a souvent. Cette question au sein de notre service, c'est comment le service de santé au travail fait pour identifier des salariés multi-employeurs. Alors, c'est très compliqué pour lui, pour la simple et bonne raison que déjà, il y a ce critère de l'exigence de l'emploi identique. Et ce critère-là va se matérialiser par le fait que l'employeur, au moment de la déclaration du salarié, ait bien transmis à son service de santé au travail ce qu'on appelle le code CPS. C'est un code qui répertorie, une liste faite par l'INSEE, qui répertorie les différents types d'emplois. Et donc, chaque emploi a un code qui est composé de 3 chiffres et une lettre. Et malheureusement, souvent, c'est une donnée qui n'est pas forcément transmise par l'employeur, soit parce qu'il ne la connaît pas, soit parce qu'il n'a pas forcément pris le temps de la chercher. Pourtant, elle est accessible, puisque quand l'employeur fait sa déclaration d'embauche, il est censé la renseigner auprès des services, des organismes sociaux. Donc déjà, ça, c'est un premier critère auquel on n'a pas forcément toujours accès. Ensuite, il y a une autre chose à prendre en compte, c'est que les employeurs peuvent très bien faire partie de services de santé au travail différents. La loi n'impose pas que ce soit des multi-employeurs au sein d'un même service de santé au travail. Et aujourd'hui,
on n'a pas forcément, on n'a pas du tout des communications ou des fichiers croisés avec les autres services de santé au travail. Donc, l'esprit de la loi est là. Dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre et à identifier. Ce qu'on peut retenir, c'est que, on encourage les employeurs à bien renseigner leur code CPS au moment de la déclaration de leurs salariés. Deuxièmement, si l'employeur est au courant que son salarié a un autre contrat au travail par ailleurs, il est tout à fait en droit de demander à son salarié des informations complémentaires, et notamment le nom de son second ou troisième employeur, s'il en a plusieurs. Le salarié, d'ailleurs, a une obligation, normalement, d'en informer son employeur, puisque l'employeur, il doit aussi veiller au temps de travail. Et s'il est informé que le salarié a un autre contrat de travail par ailleurs, c'est des informations dont il a besoin pour pouvoir respecter la réglementation liée aux durées, aux amplitudes de travail. Donc, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le suivi des salariés multi-employeurs et leur identification. Donc, ça va rester à définir dans les mois qui viennent, mais c'est en effet pas toujours simple pour l'employeur et le service de santé au travail de procéder à leur repérage. Oui, alors juste dernière question, puisqu'elle apparaît souvent également, c'est lorsque le salarié est en arrêt depuis plusieurs temps, qu'est-ce que l'employeur peut faire pour justement pouvoir initier soit des aménagements de poste, soit une inaptitude? Alors, depuis la dernière réforme 2021, vous avez la possibilité en tant qu'employeur désormais de contacter le salarié à partir d'un mois d'arrêt. Vous avez la possibilité de le contacter par tout moyen, téléphone, mail. C'est ce qu'on appelle le rendez-vous de liaison. Et ce rendez-vous va vous permettre de l'inciter à venir en visite de pré-reprise. Donc, c'est lui qui initie la visite auprès du médecin du travail, et à ce moment-là, le médecin du travail pourra émettre d'éventuels aménagements ou l'inciter à terminer son arrêt de travail pour qu'à l'occasion d'une visite de reprise, on entame la procédure d'inaptitude si aucun aménagement n'est possible. Donc, n'hésitez pas à vous servir de ce nouveau rendez-vous de liaison, puisque auparavant, il s'agissait d'une position un petit peu aléatoire, floue en tout cas de la part des juges, puisqu'on ne savait pas vraiment si l'employeur avait le droit de contacter un salarié pendant son arrêt de travail, surtout lorsqu'il s'agissait de problématiques de RPS. Désormais, à partir de 30 jours d'arrêt, voilà, c'est juridiquement reconnu, vous avez la possibilité de prendre contact avec votre salarié pour l'inciter à venir en visite de pré-reprise avec le médecin du travail. Merci beaucoup, Alizée. Alors, écoutez, je vois que vous êtes encore nombreux à poser des questions. Nous allons répondre un peu à l'écrit. Les réponses resteront puisqu'il s'agit de questions individuelles, mais nous allons nous arrêter là puisque nous avons également donc respecté notre timing. Donc, je vous remercie, Alizée et Célia, pour votre participation. Donc, dans la journée, sur le site internet Gest que vous voyez à l'écran, seront à votre disposition le replay de la vidéo ainsi que la présentation. Donc, n'hésitez pas. Et en attendant, nous vous remercions pour votre participation. Nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, mais le cœur y était. N'hésitez pas à contacter directement votre SPSTI pour des questions plus spécifiques liées à votre situation. Nous vous souhaitons à tous une bonne journée. Bonne journée, merci à tous. Merci pour votre écoute et votre participation. Au revoir.